dans toute la procédure des marchés publics, des appels d'offres. Voilà. Donc on forme les soumissionnaires, comment soumissionner, comment participer au marché public, depuis le lancement de l'appel d'offres jusqu'au dépôt. On forme des formateurs, on a déjà formé des formateurs au niveau national, des acheteurs. On a des experts qui assurent la formation des acheteurs depuis la naissance du besoin jusqu'au lancement des CPS. Et puis aujourd'hui, on va vous présenter un thème, l'accès des TPE, PME au marché public, opportunité à saisir. Voilà. Donc, Monsieur Soufchouli, notre expert et consultant, va animer ce workshop et il va vous présenter quelles sont les opportunités, les nouveaux changements qui ont eu lieu pour encourager les PME, TPE à accéder au marché public, à s'y intéresser. Merci beaucoup. Merci Hélène. Bonjour. Je tiens aussi à vous remercier pour votre présence et pour votre intérêt à ce sujet. Donc, nous allons aborder aujourd'hui l'accès des toutes petites entreprises et des PME au marché public. On va parler des opportunités à saisir. Donc, juste un petit rappel de quelques actions que nous avons organisées, qui ont été organisées par CEREC et Sodipress. Donc, nous avons organisé en 2015 au niveau national des workshops pour former des formateurs. C'était un gros projet financé par la Banque mondiale. Donc, à ces workshops ont assisté des juristes, des chefs d'entreprise, des responsables au niveau du groupement professionnel. Et nous avons animé des workshops au nord du Maroc, à Tanger, à Fès, au sud du Maroc, Marrakech notamment, à Casablanca et à Rabat. Et puis l'année suivante, nous avons réalisé pour le compte de la même institution, la Banque mondiale, le premier guide sur les marchés publics. Bon, c'était un guide qui dédié au marché public, dans lequel nous avons traité les différentes phases d'un marché public, depuis la définition des besoins, en passant par la passation des marchés publics, et puis l'exécution des marchés publics jusqu'à la liquidation et le paiement des marchés publics. Voilà. Toujours dans le cadre des marchés publics, nous avons réalisé plusieurs études dans le domaine des marchés publics, notamment pour le compte de la CDG et de la filiale de la CDG que vous connaissez, la FINIA, sur l'évolution du cadre juridique au Maroc, sur l'évolution des budgets alloués à la commande publique et sur l'évolution de certains paramètres relatifs à la commande publique, notamment l'évolution des budgets, l'évolution des cautions provisoires, la relation entre la caution provisoire et la relation de la caution provisoire et l'estimation établie par le maître d'ouvrage. Donc ce sont des études approfondies que nous avons réalisées pour le compte de ces institutions. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui, alors le programme de cette présentation il concerne les points suivants. Donc d'abord un petit rappel des principes fondamentaux des marchés publics. Ce sont les principes qui sont prévus bien sûr par la réglementation du régime des marchés publics. Donc c'est un national, nous allons voir que c'est un national aujourd'hui, un national riche, jeune, qui évolue avec l'évolution bien sûr des problématiques rencontrées par les opérateurs économiques et par les acteurs économiques donc, qui sont intéressés par les marchés publics. Donc nous allons voir aujourd'hui aussi les opportunités et les volumes des marchés publics, donc les budgets alloués à ce secteur d'activité, les marchés publics. La partie réglementation, nous allons faire surtout un zoom sur les nouveautés qui concernent le cadre juridique. Pourquoi le volet juridique est important? Parce que dans le domaine des marchés publics, tout ce que nous faisons dans ce domaine est régi par des textes de loi, depuis la définition des besoins. Donc il y a donc une réglementation spécifique à la définition des besoins. Il y a également une réglementation spécifique à la passation, notamment le décret national relatif au marché public, celui de 2013. Et puis il y a également des textes concernant l'exécution des marchés publics, notamment les CCAG, qui régissent la gestion administrative des projets.
Bien, donc on disait que la partie réglementation est une partie très importante pour vous, c'est un volet très important pour vous. Donc, comme j'ai dit, il y a une réglementation spécifique à la définition des besoins, notamment l'article 5 du décret du 20 mars 2013 relatif à la passation des marchés publics. Il y a également donc, la partie exécution, notamment la gestion du volet administratif, la gestion administrative de votre marché qui est régie par les CCAG. Vous savez, au Maroc, il y a deux types de CCAG. Il y a le CCAG Travaux de 2016, spécifique au marché de travaux, d'accord. Et il y a un deuxième CCAG spécifique, c'est le CCAG EMO, études et maîtrise d'œuvre, qui est spécifique au secteur des études et des services. Au Maroc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de CCAG spécifique au marché de fourniture, d'accord. Les marchés de fourniture sont régis actuellement par les dispositions du texte du CCAG Travaux, d'accord, en attendant la promulgation d'un CCAG spécifique au domaine des fournitures, d'accord. C'est un texte qui est déjà prêt au niveau du circuit d'approbation, qui sera promulgué incessamment. Il y a également la partie, il n'y a pas bien sûr que le volet administratif à gérer quand on gère un marché, il y a également le volet financier, il est régi également par plusieurs textes de loi, il y a le système d'amortissement, il y a également la question de la révision des prix, la question des avances dans le domaine des marchés publics, la question donc, des délais de paiement et des intérêts moratoires, toutes ces questions-là. Donc il y a des textes qui sont spécifiques à ces questions-là. Et puis il y a la dernière phase d'un marché public, c'est la phase paiement du le paiement des marchés publics. Donc il y a un texte spécifique. Donc à cette question-là, c'est le décret de l'année 2016, d'accord, qui concerne les délais de paiement et les intérêts moratoires dans le domaine des marchés publics. Bien. Donc, dans la partie juridique, donc, il y aura également donc, les grandes réformes qui ont touché les textes, d'accord, qui seront présentées dans le cadre de cette présentation. Il y aura également donc, les dispositions qui sont prévues par les textes de loi concernant la simplification des procédures, donc notamment la simplification des procédures pour la passation, pour la soumission au marché public. On va présenter également dans le cadre de cette séance des mesures en faveur des TPE, donc TPE et PME, des mesures pour les encourager à accéder au marché public. Il y aura également le système de nantissement, donc il sera présenté. Les avances depuis 2014 sont possibles dans le cadre des marchés publics. Donc ce sont des outils qui sont utilisés dans le cadre des marchés publics pour financer, pour financer les marchés publics. Et parmi les textes également qui seront présentés, c'est le nouveau texte relatif au délai de paiement et aux intérêts moratoires. Et à la fin, donc, on va présenter donc les bonnes pratiques et conseils, fruits de notre expérience de plusieurs années dans le domaine des marchés publics. Alors, on commence par le commencement, c'est-à-dire le premier point qui concerne les principes fondamentaux des marchés publics. Ce sont des principes qui sont prévus aussi bien par le décret de 2013 que par les règlements spécifiques qui régissent les marchés publics de certains organismes publics. Parce que vous savez, au Maroc, il y a 3 organismes qui lancent les appels d'offres. Il y a bien sûr l'État, c'est-à-dire tous les ministères qui relèvent tous les ministères, le ministère de la Santé, de l'Équipement. Donc c'est le premier type d'organisme public, c'est-à-dire l'État. Et puis la deuxième catégorie d'organismes publics qui lancent des marchés publics, ce sont ce qu'on appelle les EEP, ce sont les entreprises et établissements publics. Et là, cette catégorie d'organismes, donc on trouve 2 sous-catégories. Il y a ce qu'on appelle les EEP à caractère administratif, qui ont une activité purement administrative, comme les chambres de commerce, comme les AREF, comme les agences de gestion des bassins hydrauliques, par exemple. Et puis, la deuxième sous-catégorie des EEP, entreprises et organismes publics, ce sont les entreprises qui ont publiques ou semi-publiques qui ont une activité commerciale ou industrielle, comme les offices par exemple, d'accord, l'ONCF, Marsa Maroc, ANP, ONE, etc. Ce sont des organismes qui ont une activité commerciale ou industrielle. Cette catégorie d'organismes, vous savez qu'il y a une loi, c'est la loi 69/12, qui leur donne la possibilité, ce n'est qu'une option, il leur donne la possibilité de disposer de leur propre règlement des marchés publics.
en ce qui concerne la passation des marchés publics. D'accord? Ils ont le choix, soit de se référer au texte du 20 mars 2013, 20 mars 2013, en ce qui concerne la passation, soit élaborer ou disposer de leur propre règlement des marchés publics. D'accord? Aujourd'hui, si vous voulez travailler avec le ministère, par exemple, de l'équipement, c'est le texte national, celui de 2013. Sinon, si vous voulez travailler, si vous êtes intéressé par les appels d'offres, par exemple, de l'OSF ou de l'ONE, dans ce cas, il faut se référer au règlement spécifique à ces organismes-là. L'ONE a son propre règlement des marchés publics, l'OSF la même chose, CDG la même chose, etc. Tous les organismes qui ont une activité industrielle ou commerciale. Alors, que ce soit la réglementation ou les règlements spécifiques qui régissent la passation des marchés publics, alors ces règlements doivent se conformer, doivent respecter ces principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la liberté d'accéder à la commande publique. Que vous soyez une personne physique ou une personne morale, que vous soyez une grande structure, que vous soyez une TPE, une PME, vous pouvez bénéficier de cette liberté d'accéder à la commande publique. Bien sûr, il s'agit d'un accès conjugué au conditionnel, d'accord? Parce que sans les conditions requises qui nous permettent d'accéder au marché public, on ne peut pas soumissionner, on ne peut pas bénéficier de cette liberté d'accès. Les trois conditions requises pour que toute entreprise doit respecter, que toute entreprise doit avoir pour accéder au marché public, c'est avoir les capacités juridiques, techniques et financières. D'accord? Capacité juridique, c'est une entreprise qui est légalement constituée, qui a des statuts, qui a un RC pour les entreprises qui sont assujetties au système du RC, qui a également des moyens humains, des ressources financières, etc., des ressources financières, qui a également des moyens techniques, des locaux, des machines, des véhicules automobiles, etc. Donc il faut avoir, les capacités administratives, juridiques, les capacités administratives, techniques et financières. Puis il faut également respecter la deuxième condition pour soumissionner, c'est ce qu'on appelle la régularité sur le plan fiscal. Il faut respecter la fiscalité, les dispositions qui sont prévues par la fiscalité nationale, d'avoir payé tous les impôts et toutes les taxes qui sont prévues par la réglementation nationale. Ça, c'est la deuxième condition. Si vous êtes bien sûr en situation régulière sur le plan fiscal, cela veut dire que vous avez l'attestation fiscale qui vous permet de soumissionner au marché public. Et la troisième condition pour bénéficier de cette la liberté d'accès à la commande publique, c'est être en situation régulière sur le plan social. D'accord? En faisant les déclarations qui sont prévues sur le plan social, et d'avoir payé, bien sûr, les cotisations qui sont prévues sur ce plan. D'accord? Deuxième condition, deuxième principe fondamental, c'est l'égalité de traitement des concurrents. Il n'y a pas de discrimination. Donc, tous les concurrents sont traités de la même façon. D'accord? À travers, l'information des concurrents, que vous soyez concurrent, que vous soyez soumissionnaire, que vous soyez un adjudicataire ou titulaire du marché, donc il n'y a pas de discrimination, tout le monde est traité de la même manière. D'accord? À travers d'abord l'accès à l'information. Vous savez que l'information, notamment les appels d'offres, c'est le mode de passation qui est utilisé par les administrations, qui représente 97% de l'ensemble des modes de passation au Maroc. L'information doit passer obligatoirement par au moins 2 journaux. Au moins de journaux à diffusion nationale. Et à travers également le portail des marchés publics. Donc c'est une obligation. Donc tout le monde peut accéder à la même information. Pas uniquement les avis d'appel d'offres, mais également les textes de loi régissant les marchés publics, les CPS, etc. Donc tout le monde peut accéder à la même information. D'accord? Troisième principe fondamental, c'est la transparence dans le choix du maître d'ouvrage. À travers la publicité et l'affichage des résultats, vous savez que 24 heures après l'achèvement des travaux de la commission qui examine les offres des concurrents, cette commission est obligée d'abord d'établir un PV détaillé de tous les travaux de cette commission, et puis d'établir, qui n'est pas communiqué bien sûr au grand public, il est obligé également d'établir l'extrait du PV des travaux de cette commission et le publier avec le résultat de l'appel d'offres. C'est une obligation. 24 heures, toute administration, tout organisme public est obligé de publier ces 2 informations. Le résultat de l'appel d'offres
Et puis, l'extrait du PV. Que contient l'extrait du PV? L'extrait du PV de cette commission. Il contient les entreprises qui ont soumissionné, les entreprises qui passent au stade de l'offre technique, d'accord? Après étude du dossier technique et de l'offre technique, la liste des entreprises qui passent au stade de l'offre financière, le nom de l'adjudicataire, le montant de l'adjudication, etc. Toutes ces informations, on peut les consulter en consultant l'extrait du PV établi par cette commission. Donc c'est une source d'information très très intéressante pour vous. Donc à consulter. Donc il faut récupérer le maximum d'informations sur les résultats des avis, les résultats des appels d'offres pour pouvoir bien sûr les analyser. Et puis la transparence à travers également la publication des critères de choix. Vous avez remarqué, quand vous récupérez un CPS, quand vous lisez le règlement de consultation, avant de soumissionner, vous savez dès le départ quelles sont les règles qui seront respectées, pour lesquelles la commission qui examine les offres va se référer, qui seront utilisées par cette commission pour départager les concurrents. D'accord? On vous dit dès le départ quels sont les critères les plus importants sur lesquels il faut zoomer, qu'il faut mettre en valeur, et les autres critères. Ils seront bien sûr évalués dans le cadre de votre dossier de soumission. Le quatrième principe fondamental des marchés publics, c'est la simplification des procédures. À travers la simplification et la standardisation des documents. Vous savez, aujourd'hui, donc il y a des documents standards que vous pouvez récupérer. D'accord? Il y a 24 modèles standards qui sont publiés par le législateur national. Donc la déclaration sur l'honneur, donc il y a un modèle standard. L'acte d'engagement, il y a un modèle standard. Le bordereau des prix, la même chose. L'avis d'appel d'offres, il y a un modèle standard qu'il faut respecter. Il y a 24 modèles standards. Il suffit de les récupérer et les compléter. Donc ça fait partie de la simplification des procédures de soumission au marché public. La simplification concerne également la possibilité de compléter le dossier de soumission, même après l'ouverture des plis. Bien sûr, cette souplesse, cette possibilité ne concerne pas le cautionnement provisoire. Si vous oubliez bien sûr le cautionnement provisoire donc avant l'ouverture des plis, donc il n'y a pas moyen de déposer le cautionnement provisoire après l'ouverture des plis. Et par contre, si vous oubliez ou il y a une erreur au niveau de la déclaration sur l'honneur, là vous avez une possibilité donc de compléter ou de fournir le document corrigé même après l'ouverture des plis. Le cinquième principe fondamental, c'est la bonne gouvernance. À travers l'interdiction des conflits d'intérêts, vous ne pouvez pas être jugé partie dans le cadre d'un appel d'offres, vous ne pouvez pas être membre de la commission qui examine les offres. D'accord? Et puis, vous proposez en même temps un dossier de soumission, c'est un conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas être membre d'un conseil communal, régional, provincial, et en même temps, vous proposez un dossier de soumission. C'est un conflit d'intérêts. D'accord? Fait partie également de la bonne gouvernance des mesures anticorruption. Vous savez que quand vous signez la déclaration sur l'honneur, vous vous engagez, vous faites une déclaration sur l'honneur de faire et de ne pas faire certaines choses. D'accord? Et parmi les choses qu'il ne faut pas faire, c'est quoi? C'est la corruption. C'est donner des pots de vin dans le cadre des marchés publics. C'est interdit dans le cadre des marchés publics. Et puis ça fait partie également de la bonne gouvernance, les rapports d'achèvement. C'est quoi les rapports d'achèvement? Ce sont des rapports qui sont établis par le maître d'ouvrage après la réalisation des projets publics. Et qui servent à quoi? On confronte généralement les résultats des rapports d'achèvement aux données du rapport de présentation du marché pour pouvoir dégager les écarts par rapport aux prévisions. Ok? Donc c'est un moyen qui fait partie de la bonne gouvernance des marchés publics. Et puis le contrôle et audit des marchés publics, c'est systématique, il concerne tous les marchés publics. Alors, quelles sont les opportunités à saisir relatives, bien sûr, au marché public? Il faut savoir que les organismes publics au Maroc qui lancent des appels d'offres, donc il y a bien sûr l'État, j'ai cité l'État, il y a les collectivités territoriales, ce sont les régions, les provinces, les préfectures, les communes, etc.
Et la troisième catégorie, ce sont les EEP, les entreprises et établissements publics. Donc là, il faut distinguer, comme j'ai dit, deux catégories de EEP, c'est important, c'est très très important. Les EEP à caractère administratif et les EEP à caractère commercial ou industriel. Alors, ces organismes consacrent le gros de leur budget à quoi? Au marché public. Au marché public. C'est environ 44% des budgets qui sont gérés par ces organismes. Ce volume de 44%, c'est-à-dire le volume dédié au marché public, représente 20% de toutes les richesses qui sont produites au niveau national. 20% du PIB, produit intérieur brut. Sachez également que les marchés publics constituent un domaine d'activité de l'entreprise nationale et notamment la PME, la petite et moyenne entreprise. Pourquoi? Parce que la PME constitue, comme vous le savez, 90%, près de 90% du tissu industriel et commercial au Maroc. Sachez également que les créances qui naissent d'un marché public, ce sont des créances qui sont sûres et certaines. Ce n'est pas comme si on travaille avec une entreprise privée qui peut, du jour au lendemain, se trouver en situation de cessation de paiement. Par contre, quand vous travaillez avec un organisme public, dès que le budget est visé, il reste réservé, dédié au projet. D'accord? Une fois que vous réalisez le marché selon, bien sûr, les prévisions du CPS, soyez sûr et certain que le marché sera payé, d'accord? Parfois, c'est vrai, avec quelques retards, c'est vrai. Des retards, surtout quand il y a des retards qui, bien sûr, qui émanent, qui concernent, bien sûr, les entreprises, d'accord? Et parfois, le retard peut être, parfois, c'est l'administration qui peut être responsable du retard en ce qui concerne le paiement des marchés publics. Alors, sur la base de la loi de finances, au cours de l'année 2019, les dépenses totales de l'État s'élèvent à 443 milliards de dirhams, donc en augmentation de 8,85 par rapport à l'année 2018. Donc, c'est les dépenses qui sont dédiées aux dépenses publiques d'investissement s'élèvent à 195 milliards de dirhams. 195 milliards de dirhams, soit 44% des dépenses totales. Donc des dépenses qui vont bien sûr, être dépensées ou utilisées à travers les marchés publics. Donc c'est une manne d'argent, d'accord, très très importante, dédiée à ce secteur. Vous savez que l'État marocain est le premier investisseur. Et parfois, il y a des projets, comme vous le savez, qui ne sont réalisés que par des organismes publics. Tout ce qui est projet qui concerne les aéroports, les routes, les autoroutes, les barrages, etc., ce sont des projets qui sont réalisés par des organismes publics. D'accord? Uniquement. Pour avoir une idée, cette fois, sur l'évolution de ce budget. Vous savez, regardez par exemple depuis 2015, le budget était de 197 milliards de dirhams. Avec une légère baisse en 2017, donc le budget était de 190 milliards. Donc la moyenne des 5 dernières années, regardez, les 5 dernières années, c'est 195 milliards de dirhams. Donc le budget de 185 milliards de dirhams, 195 milliards de dirhams, ce n'est pas un budget exceptionnel qui ne concerne que l'année 2019. Cette année, au fil des années, vous avez remarqué que le budget alloué au commande public est un budget très élevé pour soutenir les différents secteurs d'activité économique. Vous avez remarqué que partout au Maroc, il y a des chantiers qui sont ouverts, qui concernent pratiquement tous les secteurs d'activité, d'accord? Qui concernent pratiquement toutes les entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Alors, le taux de croissance entre 2009, nous avons pris comme référence l'année 2009, c'est le début de la crise internationale qui a touché pratiquement tous les partenaires économiques du Maroc. Donc regardez, entre 2009 et 2019, les dépenses d'investissement ont augmenté de 45%. Pour vous dire que malgré la crise qui a touché les partenaires économiques internationaux du Maroc, le Maroc continue à quoi? Il soutient tous les secteurs, il soutient son économie. D'accord?
partout, comme j'ai dit, partout, au Maroc, au nord, au sud, etc., vous avez remarqué, il y a des marchés publics, il y a des projets, il y a des chantiers ouverts, donc qui sont financés non, à travers ces budgets alloués aux investissements publics. Regardez, entre 2009 et 2019, le taux de croissance TCAM, le taux de croissance annuel moyen, était de près de 4%. D'une année à l'autre, d'accord, le budget alloué à la commande publique augmente d'environ 4% pour vous dire qu'il y a toujours des opportunités donc, à saisir. Alors, la répartition suivante de ce budget de 195 milliards de dirhams par ordonnateur est la suivante. Regardez, l'État gère le budget général, il gère 35% du budget de 195 milliards, c'est-à-dire 73 milliards de dirhams. Puis il y a les collectivités locales qui gèrent en 2019 9% de ce budget, soit 18 milliards de dirhams environ. Et les EEP, il y a également les EEP, regardez, c'est notre principal client. C'est l'administration qui gère le gros du budget alloué aux dépenses d'investissement, soit 55% de ce budget en 2019, c'est-à-dire 99 milliards de dirhams. Et autres, notamment les segments, les services autonomes de l'État gérés de manière autonome, c'est-à-dire tout ce qui est CHU, complexe sportif, etc., ils ont un budget d'environ 4 milliards de dirhams. Alors, bien sûr, dans le domaine des marchés publics, difficile de ratisser large, d'accord, difficile de travailler avec toutes les administrations. C'est important de bien sélectionner, quand on est intéressé par les marchés publics, de bien intéresser les clients ou les administrations avec lesquelles on veut travailler. On ne peut pas, aucune entreprise, quelles que soient ses capacités, quelles que soient ses capacités techniques ou financières, on ne peut travailler avec tous les organismes publics. Impossible. Il y a des limites, il y a des capacités qu'on ne peut pas dépasser. Mais ce qui est important, c'est de bien faire la sélection. D'accord ? D'abord, constituer les segments. Vous savez que même dans le cadre des marchés publics, on peut appliquer une approche marketing dans le domaine des marchés publics également, en faisant une segmentation. On constitue des segments homogènes d'administration, constitue parfois des segments homogènes en fonction des capacités de l'entreprise, en fonction de plusieurs critères. Ça peut être parfois des segments par région, on constitue des segments par région, les appels d'offres de la région de Casablanca qui concernent mon secteur d'activité, constituer des segments bons payeurs, mauvais payeurs, c'est possible également, et cibler les segments qui nous intéressent. D'accord ? Première phase, donc c'est la segmentation, faire une bonne segmentation. D'accord ? Puis la deuxième phase, c'est faire un bon ciblage des segments qui nous intéressent. Et la troisième position, c'est également possible, c'est de faire un bon positionnement, comment on va attaquer les marchés, les administrations qui nous intéressent. Les marchés des administrations qui nous intéressent. Alors regardez au niveau du point 4, là vous avez la répartition des appels d'offres publiés par les administrations par mode de passation. Sachez qu'au Maroc, il y a 3 modes de passation qui sont utilisés. Il y a l'appel d'offres. L'appel d'offres peut être ouvert. C'est le mode de passation le plus utilisé. AOO, l'appel d'offres ouvert. Il représente 97% des modes de passation. Puis il y a également l'appel d'offres restreint. D'accord ? C'est l'administration qui établit la liste restreinte, la shortlist des entreprises à consulter. Et puis, le troisième type d'appel d'offres, c'est l'appel d'offres avec présélection. Donc, il y a toujours une phase, la première phase, la phase admission, pour inviter les entreprises à proposer un dossier administratif sans caution provisoire et puis un dossier technique. Donc, une commission se réunit pour étudier ces deux parties des dossiers des concurrents. Et les entreprises retenues par la commission, à l'issue de cette première phase, participent à l'appel d'offres. Donc il y a une phase admission et une phase appel d'offres, c'est ce qu'on appelle l'appel d'offres avec présélection. Et puis, il y a également les marchés négociés. Donc regardez, ils ne représentent actuellement que 2%, sachant qu'ils représentaient en 2001 23%. Donc c'est un mode de passation de moins en moins utilisé par les administrations.
Pourquoi? Parce que parfois on dit qu'il y a peu de transparence, hein, quand il y a un marché négocié. Et puis les autres modes de passation, l'appel d'offres restreint, l'appel d'offres avec présélection, le concours qui ne représente que 1% de l'ensemble des modes de passation. Sachez que le nombre de marchés approuvés, hein, durant les 5 dernières années, c'est la moyenne des 5 dernières années, c'est 12 000 marchés approuvés en Maroc. Pourquoi approuver? Pourquoi c'est important d'avoir ce chiffre? Parce que la réglementation nous dit qu'un marché n'est exécutoire qu'après son approbation par l'autorité compétente. D'accord? Donc il ne suffit pas d'adjuger le marché, hein, sachant qu'actuellement il y a deux types d'adjudication, l'adjudication provisoire et puis l'adjudication définitive. Il ne suffit pas d'être désigné comme adjudicateur du marché pour commencer l'exécution du marché. C'est trop risqué pour l'entreprise. Donc il faut attendre quoi? La notification d'approbation du marché. D'accord? Et donc les marchés qui ont été approuvés durant les 5 dernières années, c'est 12 000 marchés publics. Alors là, vous avez bien sûr la répartition des marchés des EEP, lancés par les EEP, les entreprises d'établissement public. Regardez les marchés inférieurs à 10 millions de dirhams, c'est-à-dire 70% qui se situent entre 0,5 millions et 21% entre 5 et 10 millions, représentent en nombre 91%. D'accord? Ce sont des marchés qui sont généralement accessibles aux PME, parce que généralement ce sont des marchés de taille moyenne, ou de petite taille, qui ne dépassent pas 10 millions de dirhams, qui sont accessibles aux petites et moyennes entreprises, aux TPE aussi, et qui représentent en valeur 43%, 43% de l'ensemble des marchés qui sont lancés par les EEP, les entreprises et établissements publics. Autre chiffre important ou indicateur important relatif au marché public, il y a des secteurs qui réalisent le gros de leur chiffre d'affaires dans le cadre des marchés publics. Le gros, par exemple, le secteur du bâtiment, là vous avez la moyenne. Le secteur du BTP, la moyenne c'est 70%. Il y a des entreprises qui réalisent plus. Hein? Il y a des entreprises qui réalisent 90%. Il y a des entreprises qui font des travaux routiers, par exemple. On peut faire des travaux routiers pour le compte de qui? Pour le compte d'un opérateur privé au Maroc. Pour le moment, ce n'est pas possible. Actuellement, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées, par exemple, dans les travaux routiers, donc réalisent 100% de leur chiffre d'affaires dans le cadre des marchés publics. Le secteur de l'ingénierie, c'est 80%. Ça, c'est là également la moyenne nationale. Sachant qu'il y a des bureaux d'études techniques dans le secteur du bâtiment, BTP, qui font 100% de leur chiffre d'affaires dans le cadre des marchés publics. Les entreprises, bien sûr, pour solutionner un marché public, il faut avoir l'attestation de la CNSS. Sachez que 20 000 entreprises au Maroc disposent de cette attestation, utilisée uniquement par 5 000 entreprises, c'est-à-dire 5 000 entreprises environ qui soumissionnent actuellement dans le marché public. Un comportement que nous avons constaté à travers les études que nous avons réalisées, c'est que les PME et les TPE soumissionnent aux appels d'offres de leur région. Ils préfèrent couvrir 2 ou 3 régions, c'est généralement pour maîtriser leurs coûts, pour maîtriser leur marché, etc. D'accord? Donc les PME généralement soumissionnent au marché de leur région. Alors, un autre volet qu'il faut également maîtriser, c'est la veille commerciale et juridique. Donc, 2 volets complémentaires. Donc, il faut assurer une veille commerciale efficace qui nous permet d'accéder à toutes les opportunités de notre secteur d'activité. Donc, d'abord, les sources d'informations officielles, il y a les journaux, hein, pour les appels d'offres ouverts, le passage par des journaux obligatoires. Et puis, il y a le portail des marchés publics. Il y a la presse spécialisée comme Sol Presse qui publie depuis 82, 84, tous les appels d'offres de toutes les administrations sans exception, et également les appels d'offres de certains pays étrangers, notamment l'Afrique. Okay? Et il y a également une autre source pour assurer cette veille, il y a les sites internet des administrations, bien sûr, des administrations qui
qui font quoi? Qui mettent à jour leur site internet. La majorité, malheureusement, n'actualise pas leur site internet. En ce qui concerne cette fois le volet juridique, il y a un recueil, si vous voulez faire une veille juridique efficace, il y a un recueil établi par CEREC, actualisé en continu par CEREC. Si vous souhaitez le récupérer, donc vous pouvez contacter CEREC dans ce sens. Il y a également le bulletin officiel qui publie tout ce qui bouge sur le plan juridique, y compris les textes relatifs au marché public. Donc, vous pouvez consulter le bulletin officiel depuis 1912 donc, sur le site internet du secrétariat général du gouvernement sgg.gov.ma. Il y a également les avis juridiques. Il faut consulter, c'est important pour assurer cette veille juridique. Ça complète les textes juridiques. Il y a également dans le domaine des marchés publics la jurisprudence qui concerne plusieurs secteurs d'activité et qui concerne également le secteur des marchés publics. Donc à travers la consultation des avis juridiques qui sont publiés par la Commission nationale de la commande publique. Alors, la veille commerciale concerne bien sûr les AAO, les appels d'offres ouverts, concerne les appels d'offres restreints, les bons de commande, les avis modificatifs, les avis de report, etc. Il y a des supports qui publient bien sûr les appels d'offres, là où on n'avait pas de souci pour consulter les avis d'appels d'offres ouverts, mais par contre, tous les achats qui se font par bon de commande, par appel d'offres restreint, là, il faut consulter d'autres sources d'informations. C'est ce que vous avez l'habitude de faire avec les entreprises privées, les partenaires privés. Il faut faire également, dans le domaine des marchés publics, des prospections, des visites spontanées, constituer un carnet d'adresse, sur des plis jusqu'à l'attribution, jusqu'à la notification de l'approbation du marché. Un petit rappel des grandes réformes qui ont touché les textes. Sachez que le premier marché public réalisé au Maroc remonte à quelle année? 1907. 1907. C'était un marché qui concernait, lancé par Sultan Moulay Abdelaziz, un marché entre le représentant du Sultan Moulay Abdelaziz et une entreprise française pour construire un quai au niveau du port de Casablanca. C'était le premier marché public. Puis, le Maroc se dote en 1965 du premier texte relatif au marché public. D'accord? Il régissait au début uniquement les marchés lancés par le ministère de l'Équipement. Il a été étendu aux autres départements ministériels à partir de 1966. Le Maroc se dote en 1976 du premier texte relatif au marché public, spécifique à la phase passation des marchés publics, en 1976. Première réforme en 1998 de ce texte de 1976. Deuxième réforme en 2007. Et la réforme actuelle, celle de 2013, avec la promulgation du décret du 20 mars 2013 relatif au marché public. Le CCAG a été réformé en 2002, donc avec la promulgation d'un CCAG spécifique au marché de travaux et en 2002 d'un CCAG spécifique aux études et maîtrises d'œuvre. Nous allons remarquer que la majorité des textes de loi datent des 10 dernières années. Donc il s'agit d'un arsenal juridique jeune qui est actualisé et mis à jour en continu par le législateur marocain. Les principaux textes qui régissent les marchés publics, il y a bien sûr le texte relatif à la passation. C'est la phase la plus sensible d'un marché public, la phase passation. C'est la phase qui permet à l'administration de sélectionner l'adjudicateur du marché. Puis vous avez un ensemble de textes d'application relatifs à ce texte, du 20 mars, notamment les 24 modèles de pièces standards pour soumissionner au marché public. Il y a bien sûr des modèles standards qui sont utilisés par les acheteurs et des modèles standards qui sont utilisés par les soumissionnaires. Il y a également un texte d'application qui prévoit les mesures en faveur des TPE et PME nationales pour les encourager à accéder au marché public. La dématérialisation fait partie également des mesures d'accompagnement pour l'application de certaines dispositions prévues par le décret national du 20 mars 2013. Et il y a également la liste des établissements publics à caractère administratif qui doivent se référer obligatoirement, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, d'accord, doivent se référer au texte
au texte national, au décret relatif au marché public national. Ils n'ont plus la possibilité de disposer, d'avoir leur propre règlement des marchés publics. Et puis vous avez le point 3 des avances qui sont possibles depuis 2014 dans le cadre des marchés publics. Ça permet, c'est un outil qui est utilisé, qui est prévu par le législateur qui concerne le volet financier des marchés publics. C'est un outil de financement des marchés publics. Donc les avances sont possibles. Bien sûr, ils doivent être prévus par le cahier des charges. S'ils ne sont pas prévus par le cahier des charges, on ne peut pas les accorder dans le cadre des marchés publics. Il y a également la dématérialisation des procédures, qui a touché notamment la phase passation. La dématérialisation ne concerne pas la définition des besoins à la première phase, elle ne concerne pas l'exécution, il ne concerne pas la dernière phase, la liquidation du marché public. La dématérialisation concerne la deuxième phase du cycle de vie d'un marché public, c'est la phase passation. Okay. La révision des prix, donc c'est régi depuis 2015 par l'arrêté du ministère des Finances de 2015. Bien sûr, il y a des prestations qui sont concernées par la révision des prix, comme les marchés de travaux, quel que soit le délai d'exécution de ces travaux. Et puis vous avez également les marchés de services, c'est-à-dire les études notamment dont le délai d'exécution est égal ou supérieur à 4 mois, qui sont concernés par la révision des prix. Les autres types de prestations ne sont pas concernés aujourd'hui par la révision des prix. Le système d'agrément des bureaux d'études, il y a un système qui a été actualisé en 2015. Il permet à l'administration de segmenter les bureaux d'études par domaine d'activité. Et il permet à l'administration de vérifier un certain nombre des compétences des bureaux d'études avant d'aller vers les marchés publics. Les entreprises, les bureaux d'études sont classés par domaine d'activité et environ il y a une vingtaine de domaines d'activité. Il y a le domaine des 13, c'est-à-dire les entreprises qui font des études de marketing, formation. Des 9, c'est pour les entreprises qui font des études dans le domaine agricole, etc. Il y a une vingtaine de domaines d'activité qui sont concernés par le système d'agrément. Le CCAG, le cahier des clauses administratives générales, spécifique au marché de travaux. Donc, comme j'ai dit, il sert à quoi? C'est pour la gestion administrative de quoi? De vos marchés. Il concerne la phase exécution, pas la phase passation, pas la phase paiement. Donc c'est la gestion c'est l'exécution. Il concerne l'exécution administrative de vos projets. Il y a bien sûr l'équivalent de ce CAG qui concerne les études à maîtrise d'œuvre, c'est le CCAG EMO, études et maîtrise d'œuvre. Comme j'ai dit, il n'y a pas de CCAG actuellement au Maroc qui concerne les marchés de fourniture. Le système de notissement est régi actuellement par le DAIR de 2015, qui a remplacé un autre système de notissement qui remonte à 1948. D'accord ? Et puis il y a également une réglementation spécifique ou un système pour cette fois qui concerne la classification et la qualification des laboratoires de bâtiments. Il y a également un texte de 2016 qui concerne la question des délais de paiement et les indemnités moratoires. Désormais, actuellement au Maroc, ce n'est plus 90%. Le délai de paiement, c'est 60, c'est pas 90 jours, c'est 60 jours. Et la commission, il y a également un texte spécifique à la Commission nationale de la commande publique. C'est une administration, c'est un organisme qui relève du secrétariat général, c'est une commission qui relève du secrétariat général du gouvernement et qui a des attributions dans le domaine des marchés publics. L'émission des avis de la commission, c'est-à-dire la jurisprudence, des études, il réalise également des études dans le domaine des marchés publics. C'est une commission qui opère dans le domaine des marchés publics au Maroc. Alors, la simplification des procédures, les dispositions qui sont prévues par le décret de 2013 et qui ont pour objectif la simplification des procédures. D'abord, l'unicité de la réglementation des marchés publics. Le décret de 2013 a introduit cette nouveauté, cette mesure qui vise à limiter le nombre de règlements qui régissent les marchés publics. D'accord ? Désormais, donc les départements, les organismes publics qui sont concernés par le décret de 2013 relatif à la passation des marchés publics, ministère,
il y a le ministère, les collectivités locales et établissements à caractère administratif. D'accord? Et puis vous avez les autres qui peuvent avoir leur propre règlement de marché public. Ce sont ils sont régis par un arrêté du ministère des Finances du 28 novembre 2013 qui a publié la liste des organismes qui doivent obligatoirement se référer au décret national du 20 mars 2013. Par exemple, les agences des bassins hydrauliques, les académies régionales, les AREF, les académies régionales d'éducation et de formation, les chambres de commerce, d'agriculture, pêche, etc. Parmi les mesures qui visent la simplification des procédures de soumission, les mesures qui visent la simplification du dossier administratif. D'accord? Les maîtres d'ouvrage peuvent prévoir dans leur cahier des charges ou plutôt dans la partie règlement de consultation, demander plutôt aux soumissionnaires de fournir le minimum de pièces dans le cadre du dossier administratif. D'accord? Généralement, c'est la déclaration sur l'honneur, la caution provisoire et éventuellement, en cas de groupement, la convention de groupement. Et puis, on demande à l'adjudicataire provisoire de fournir un dossier complémentaire, d'accord, avant l'attribution, avant l'adjudication définitive du marché. Ce dossier doit contenir le complément des pièces administratives, comme la justification de pouvoir, l'attestation fiscale, l'attestation de la CNSS, le registre de commerce, etc. Alors, cette simplification des procédures touche également le dossier technique. C'est pourquoi on distingue actuellement deux catégories de prestations. Il y a ce qu'on appelle les prestations courantes. Ce sont les solutions, ce sont les produits qui existent dans le commerce, qui ne seront pas fournis, qui ne seront pas fabriqués sur mesure pour le compte d'un maître d'ouvrage X. D'accord? C'est ce qu'on appelle les prestations courantes. Pour ces prestations, le maître d'ouvrage peut ne pas prévoir de référence technique à demander aux entreprises. D'accord? Mais par contre, la deuxième catégorie de prestations, ce sont les prestations non courantes complexes. Le maître d'ouvrage doit continuer à demander, les attestations de référence concernant cette catégorie de prestations. Les demander à qui? Demander bien sûr aux soumissionnaires. Toujours dans le cadre de la simplification des procédures, la dématérialisation. La dématérialisation, d'abord, il y a le portail des marchés publics fait partie de la dématérialisation. La première version du site internet a été mise en ligne en quelle année? En 2007. La version actuelle permet aux maîtres d'ouvrage et aux soumissionnaires de recevoir des soumissions électroniques et permet également aux concurrents, aux soumissionnaires, de participer aux enchères électroniques inversées. Donc il y a un décret d'application qui a été publié en 2014 qui a régi ces questions-là, la soumission électronique. Il a été introduit par palier. Depuis 2015, c'était uniquement les marchés dont l'estimation était égale ou supérieure à 5 millions de dirhams qui étaient concernés par la soumission électronique. Depuis le 1er janvier 2016, c'est 2 millions. L'estimation doit dépasser 2 millions pour prévoir la soumission électronique. Et depuis le 1er janvier 2017, quelle que soit l'estimation, on peut prévoir la soumission électronique. Et puis il y a également les enchères électroniques inversées qui ne concernent que les fournitures courantes. C'est un système qui permet aux entreprises, aux concurrents, de participer à des enchères pour baisser leur prix jusqu'à une date limite. Et celui qui propose le prix, l'offre la moins disante, remporte le marché. Et puis la base de données des prestataires, c'est une base de données en cours de construction, par l'administration. Il va permettre à l'administration de dématérialiser le dossier administratif et le dossier technique des concurrents. Il y a également les dispositions concernant le système de recours. Le système de recours, il permet aux entreprises de résoudre les problèmes liés, les litiges ou les problèmes liés au marché public de manière à l'amiable. D'accord? Donc, il y a trois niveaux de recours. Si vous avez un problème ou un litige avec l'administration, d'abord, vous avez le premier niveau, c'est le maître d'ouvrage.
Sinon, vous avez son supérieur hiérarchique, c'est l'ordonnateur. Sinon, vous avez le troisième niveau, c'est la Commission nationale de la commande publique, sachant qu'il n'y a pas de... Le nouveau système a supprimé la hiérarchie des voies de recours. Vous avez le choix, soit de vous adresser directement au maître d'ouvrage, soit de passer directement, soit d'écrire directement à son ordonnateur, soit d'écrire directement à la Commission nationale de la commande publique. Alors, les mesures pour encourager les PME à accéder au marché public, 3 mesures. Les TPE qui s'adressent aux TPE et PME. Première mesure, c'est 30%. Chaque maître d'ouvrage doit réserver 30% de son budget annuel aux PME. D'accord ? Ce n'est pas une obligation d'attribuer un marché réservé à une PME dans le cadre du programme prévisionnel, parce que c'est le programme prévisionnel, ce sont les appels d'offres prévisionnels qui prévoient la liste des projets qui font partie de cette catégorie de marché, c'est-à-dire les marchés qui sont attribués aux PME. Et puis, au moment de l'attribution, s'il n'y a pas de PME, TPE compétitive, la concurrence est ouverte également aux grandes structures, aux grandes entreprises. Deuxième mesure, c'est l'allotissement des marchés. On demande, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de ce texte, au maître d'ouvrage d'allotir autant que faire se peut, quand c'est possible, d'allotir le marché, d'accord, pour constituer des lots accessibles aux PME. Et troisième mesure, le CPS peut favoriser l'attribution des contrats de sous-traitance, notamment aux PME, dans le cadre des marchés attribués aux grandes entreprises nationales, marocaines ou étrangères. C'est-à-dire une entreprise marocaine, une entreprise étrangère qui remporte un marché au Maroc, si cette entreprise veut sous-traiter une partie du marché, il doit d'abord chercher parmi les entreprises des PME compétitives au Maroc, chercher le sous-traitant parmi les PME compétitives. Sinon, la concurrence est ouverte à toutes les entreprises. Alors, bien sûr, les TPE et PME doivent fournir les pièces suivantes pour bénéficier de ces mesures. D'abord, l'attestation de la CNSS. Il faut que l'effectif employé par la PME ne dépasse pas 200 personnes. Et puis, il faut produire la justification des pouvoirs du signataire, de la TPE, de la PME. Et le troisième document, c'est l'attestation mentionnant le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de la PME, selon la charte de la PME, ne doit pas dépasser 75 millions de dirhams. 75 millions de dirhams selon la charte nationale de la PME. Alors, le système de nantissement, c'est un outil qui est prévu par le législateur qui aide les entreprises à financer leur marché. Ce n'est pas comme les avances. Les avances, généralement, on les perçoit avant de commencer l'exécution du marché. Le système de nantissement, c'est différent, c'est pas comme les avances. On commence d'abord l'exécution du marché, et puis il faut, une fois que vous êtes le titulaire du marché, demander au maître d'ouvrage de vous fournir les documents à utiliser pour le nantissement. Parmi ces documents, il y a l'exemplaire unique du marché. D'accord ? Qui justifie que vous êtes le titulaire du marché. Et puis, vous remettez ce document au bénéficiaire de l'entreprise, généralement une banque, avec laquelle vous négociez des conditions du nantissement du marché. Vous commencez l'exécution, vous exécutez une partie, cette partie est sanctionnée par une réception provisoire, par la constatation du service fait. On vous remet les documents qui vous permettent, qui concernent cette opération, c'est-à-dire la constatation des services faits, vous les remettez à votre banque, d'accord, après la réception bien sûr d'une partie du marché. Généralement, dans les 3-4 jours qui suivent la remise de ce document, la banque vous fait jusqu'à 80%, un virement jusqu'à 80% du montant du décompte. D'accord ? Ça se fait par décompte. Les avances, tous les marchés ne sont pas concernés par les avances, il y a des conditions bien sûr à respecter. Comme j'ai dit, les avances, c'est une somme d'argent que vous percevez avant de commencer l'exécution du marché. Il y a des conditions bien sûr à respecter. Parmi ces conditions,
il y a deux conditions à respecter. Il faut que le montant du marché soit égal ou supérieur à 500 000 dirhams, première condition. Deuxième condition, il faut que le délai d'exécution du marché soit égal ou supérieur à 4 mois. Il faut avoir les deux conditions en même temps. D'accord? Quand il s'agit d'un marché cadre, il faut que le minimum, parce que le marché cadre généralement prévoit un minimum et un maximum, il faut que le minimum soit, le montant du minimum soit égal ou supérieur à 500 000 dirhams. Et le délai d'exécution correspond à ce minimum soit égal ou supérieur à 4 mois. Quand il s'agit d'un marché à l'outil, on applique le même principe. Vous êtes attributaire d'un seul lot, il faut respecter le seuil de 500 000 dirhams et le délai d'exécution de 4 mois. Vous êtes attributaire de 2 ou plusieurs lots, il faut que le cumul des lots que vous êtes que vous avez remporté soit égal, le montant soit égal ou supérieur à 500 000 dirhams et leur délai d'exécution soit égal ou supérieur à 4 mois. Et puis vous avez l'importance de ces avances. 10% pour le montant du marché qui ne dépasse pas 10 millions de dirhams. Et pour le montant du marché qui dépasse 10 millions de dirhams, c'est 5%. Supposons que vous avez un marché de 12 millions de dirhams. Vous percevez 10% sur 10 millions et 5% sur 2 millions. Supposons que vous avez 40 millions de dirhams. Vous percevez 10% sur 10, 30 millions, vous ne percevez que 5% sur 30 millions. Sachant que l'avance est plafonnée, quel que soit le montant du marché, est plafonnée à 20 millions de dirhams. Alors, le cahier des charges, en principe, doit prévoir l'octroi de ces avances ou pas, et puis les modalités d'octroi et de restitution des avances. Généralement, les pièces exigibles, c'est l'ordre de service du signé. On ne peut pas percevoir les avances avant l'émission des ordres de service, l'ordre de service, notamment l'ordre de service de commencement. Et puis, il faut constituer également une caution personnelle et solidaire s'engageant avec le titulaire du marché à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d'ouvrage. Alors, les délais de paiement. Les nouveautés concernant cette question-là. D'abord, cette question, ce volet est régi depuis 2017 par le décret du 22 juillet 2016. Les délais de paiement sont de 60 jours, donc ce n'est plus 90 jours. Ce délai comprend deux délais. Il y a d'abord un délai pour l'ordonnancement de la dépense par l'ordonnateur 45 jours, c'est le délai nécessaire à l'ordonnateur pour faire les vérifications nécessaires du dossier, etc. Il a 45 jours pour assurer cette mission. À l'issue de cette mission, il donne ses ordres acquis au comptable pour effectuer le virement. Donc le comptable a 40 jours, à 15 jours pour payer le marché. Alors, le défaut de paiement dans ce délai donne droit à quoi? Sans formalité préalable, donne droit à l'application de ce qu'on appelle pas de pénalité des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires. Comment on calcule les intérêts moratoires? Ils sont calculés bien sûr sur la base du montant du décompte, multiplié par le nombre de jours de retard, divisé par 365, multiplié par un taux. Un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est quoi? Il correspond à quoi? Il correspond à 2,25, c'est le taux directeur de Marie, majoré d'un point. C'est 3,25 pour le calcul des intérêts moratoires. Alors, bien sûr, l'administration prépare un budget correspondant à ces intérêts moratoires. Généralement, c'est 1% de l'estimation établie avant le lancement de l'appel d'offres. D'accord? Et vous savez que le CCAGT en vigueur de 2016 distingue 3 types de délais de retard. Il y a des délais de retard il y a un délai de retard, le premier type de délai de retard qui ne dépasse pas 4 mois, il donne droit aux intérêts moratoires. Les délais de retard qui se situent entre 4 et 8 mois donnent droit à l'ajournement, bien sûr, au paiement de la détente principale, c'est normal, plus les intérêts moratoires, plus l'ajournement. Ça, c'est une option. Vous, titulaire du marché, vous pouvez demander l'ajournement quand le retard se situe entre 4 et 8 mois.
Et puis, la rata qui dépasse 8 mois. Cela donne droit à quoi? Au paiement des intérêts moratoires, la dette en principal, bien sûr, en premier lieu, puis les intérêts moratoires, puis l'option, la possibilité pour donner aux titulaires du marché de demander la résiliation du marché. Alors, la dernière partie de cette présentation, c'est les bonnes pratiques. Donc, nous voudrons partager avec vous. Il concerne le volet juridique. C'est un volet très important pour vous. Il faut attentivement y comprendre les textes de loi, les DAIR, les décrets, les arrêtés. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de lire tout l'arsenal juridique. C'est un arsenal qui est constitué d'environ 800 pages environ, entre les DAIR, les décrets, la jurisprudence. Commencez d'abord par constituer une base de données complète, à jour, etc. Puis la consulter en fonction de vos questions, en fonction de vos besoins. Deuxième conseil, soyez à l'écoute de votre environnement en vous informant sur les projets des acheteurs publics. Il ne suffit pas de faire la veille uniquement sur les avis d'appel d'offres. Ce n'est pas suffisant. Il faut consulter vraiment les lois de finances, des projets, des collectivités locales, de l'administration centrale, des EEP, etc. D'accord? En faisant de la prospection à l'égard, donc vis-à-vis de ces organismes. Et le réflexe de souscrire à un outil de veille afin d'alerter en permanence. Il nous reste combien de temps? On est passé peut-être 10 minutes environ. 5 environ. Notre conférence commence dans 10 minutes. Très bien. Donc rapidement, pour recenser les appels d'offres prévisionnels, c'est important, je l'ai dit. Lire attentivement le cahier des charges, éviter les lectures en diagonale, d'accord? Apprécier la bonne adéquation entre les moyens de l'entreprise, les compétences de l'entreprise et ce qui est prévu par le CPS. Éviter de citer des moyens fictifs au niveau de votre offre. C'est risqué pour l'entreprise. Interrogez-vous sur l'opportunité que vous pourriez avoir à recourir à la sous-traitance, ça aide. Le groupement également, ça aide. Le point 8, intégrer bien la durée de réalisation du marché, c'est important. Il faut distinguer deux types de délais d'exécution. Il y a le délai réel qui est prévu par le contrat, qui est différent généralement du délai contractuel. Il y a le délai contractuel prévu par le contrat et le délai réel. Supposons que vous avez un délai contractuel de 18 mois, le délai réel d'exécution peut généralement dépasser. D'accord? Ça peut être, au lieu de 18 mois, ça peut être 24, 36, etc. Donc il faut gérer également cette question de délai d'exécution. Puis il faut recenser, il faut prendre bien connaissance des critères d'attribution du marché. D'accord? Donc qui va faire la rédaction, sur quoi il faut zoomer, etc. Vérifier les dates limites, tout ce qui est chiffres au niveau de CPS. S'assurer des moyens, cette fois des moyens à mettre en œuvre pour que le dépôt du dossier se fait avant la date limite. Ne pas oublier les échantillons et les exercices techniques, la visite des lieux. La visite des lieux parfois est obligatoire, donc il faut assister. Préparer calmement, les entreprises qui préparent calmement leur dossier de soumission. Si vous n'avez pas eu l'occasion de préparer votre dossier calmement, au moins vérifier les éléments suivants. Donc le dossier contient tous les éléments, les calculs verticaux, horizontaux, le CPS signé, paraphé, etc. L'offre technique, il faut bien la préparer, le nombre d'exemplaires de chaque partie de votre dossier, etc. Connaître les noms des responsables au niveau de l'administration, s'assurer des moyens à mettre en œuvre pour que les offres soient préparées en conformité avec les exigences. Si on vous demande la constitution d'une assurance, il faut les fournir désormais dans le cadre de la nouvelle réglementation avant de commencer l'exécution du marché, c'est important. Ne pas fournir de variantes, ce n'est pas prévu par le CPS. Respecter le délai de validité et les délais de notification. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la demande de dépassement de ces délais par l'administration. Demandez-vous si au cas où ces délais seraient dépassés, vous serez non en mesure de les proroger. La correction, la mise au point de votre dossier, c'est-à-dire le dossier complémentaire vous donne un délai à respecter. Il ne faut pas dépasser ce délai.
identifié sur le CPS, les ambiguïtés. Il ne faut jamais considérer que le CPS est un document parfait. Il contient des erreurs, des ambiguïtés, demande des clarifications, des reports au niveau du délai, des modifications. Assister à la séance d'ouverture technique, c'est gratuit. Ça vous permet d'avoir un maximum d'informations sur la démarche qui sera suivie par la commission pour l'évaluation des offres. Et le dernier conseil, c'est votre offre est rejetée, il ne faut pas déprimer. Il ne faut pas déprimer. D'abord, il faut demander des raisons du rejet du dossier de votre société pour analyser les raisons. Hein? C'est important. C'est important d'analyser les raisons du rejet de votre dossier. Quelques sources d'informations. D'abord, le recueil des textes juridiques élaborés par CEREC, le site du ministère de l'Équipement, mtpnet.gov.ma, le site de la Trésorerie Générale du Royaume également, sgg.gov.ma pour le bulletin officiel et les avis également de la Commission des marchés au niveau de sgg.gov.ma et consulter également Trombino. Trombino, c'est un annuaire dédié à l'administration publique. Voilà. Donc, et merci. Merci. Alors, on passe maintenant à la séance. Si vous avez des questions, je suis encore à votre disposition, donc n'hésitez pas. Alors, bonjour, je suis Hamza Fili de Daraja Al-Haditha. J'aimerais juste vous poser une question sur les appels d'offres dans les pays subsahariens. Est-ce que vous les accompagnez aussi, vous accompagnez les entreprises marocaines aussi pour soumissionner à des marchés publics aussi dans les pays subsahariens ou pas? Tu veux intervenir? En fait, votre question, c'est est-ce que pour trouver les marchés ou bien pour accompagner dans la soumission? Non, pour juste aider ou accompagner dans la soumission. D'accord, donc normalement vous avez déjà les marchés, vous avez les appels d'offres. Oui, oui. D'accord. Écoutez, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais accompagné quelqu'un dans cette région, mais vous pouvez toujours nous envoyer votre demande et puis on pourra l'analyser par la suite. Donc, je peux vous donner ma carte visite, vous m'envoyez l'email et je vais vous répondre par la suite. Vous savez, dans ces pays, il y a des projets qui sont financés par des bailleurs de fonds connus, comme la Banque mondiale, la BAD, etc. Et vous savez que ces organismes ont des règlements qui sont spécifiques, donc à respecter bien sûr par les concurrents, donc qui veulent soumissionner aux marchés qui sont financés par ces bailleurs de fonds. Alors, c'est en principe, ces formations, nous pouvons donc assurer ces formations sur la base des règlements spécifiques à ces bailleurs de fonds. Donc, si vous êtes intéressé, donc, on peut vous envoyer donc, le programme de ces formations. Uniquement pour les, comme j'ai dit, les marchés qui sont financés par les bailleurs de fonds de ces régions et qui financent des projets au niveau de ces régions. Les bailleurs de fonds qui financent des projets au niveau de l'Afrique. Voilà. Des questions? Des questions? Bien. Moi j'ai. Merci. Je voudrais juste savoir le nom du site dont vous parliez tout à l'heure quand vous disiez que ça recensait aussi les appels d'offres pour les marchés publics en Afrique subsaharienne, justement. Oui, d'accord. C'est le site internet de Solipress. Sur le site de Solipress. Solipress.com. Donc, qui publie cette information pour les abonnés. Pour les abonnés de cette Solipress pour consulter cette information sur cette plateforme. Ok. Des questions, s'il vous plaît? Par rapport à CEREC, ça perd qui en fait? Oui, CEREC, c'est un cabinet de recherche marketing qui existe depuis 1976. Ils sont spécialisés dans les recherches marketing, les études de marché marketing, et nous sommes spécialisés également dans la formation, notamment dans la formation dans le domaine du marché public. Nous avons des modules qui s'adressent aux acheteurs sur la définition des besoins, par exemple, sur la comptabilité publique, l'audit, etc.
et des modules qui s'adressent aux entreprises soumissionnaires, comme la préparation des dossiers de soumission, l'exécution, le paiement, etc., des marchés publics. Donc des formations sur les différentes phases du cycle de vie d'un marché public. Voilà. Et notamment, vous avez des offres pour les TPE, les PME par rapport au financement de vos relations. Voilà, donc je vous donnerai tout à l'heure les coordonnées du CREC, donc si vous êtes intéressé par cette prestation. Vous avez des questions? Oui. Ici, marché cap versus marché à l'outil. Oui. J'ai essayé rapidement de faire la recherche du signal FM. Alors, le marché cadre, le marché à l'outil, c'est quoi? Le marché cadre, vous savez que l'article 5 du décret du 20 mars 2013 prévoit la chose suivante. Donc, avant de lancer une consultation, avant que le maître d'ouvrage invite les entreprises, les concurrents à faire une offre à l'administration publique, le maître d'ouvrage doit définir avec précision ses besoins. D'accord? Préciser la quantité à réaliser, les descriptifs détaillés du projet à réaliser. Pour certaines prestations, ce n'est pas possible. Par exemple, l'achat de pièces détachées. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas dire dans le cahier des charges ou dire, par exemple, au début des artistes, combien on va consommer de cardan, de plaquettes de frein, etc., des pièces de détachées. Difficile. Dans ce cas, on va faire une estimation des besoins sur la base d'un minimum à un maximum. D'accord? Donc la liste des prestations qui vont être réalisées par marché cadre, le législateur a prévu la liste complète des prestations qui sont réalisées par marché cadre sur la base d'un minimum et un maximum qui peut être exprimé soit en valeur, soit en quantité. Puis les marchés à l'outil, il y a deux types de marchés. Le marché peut être soit en lot unique, c'est-à-dire vous faites une offre concernant le projet complet, d'accord? Sinon, l'administration peut procéder à l'allotissement du marché, c'est-à-dire diviser le marché unique en deux ou plusieurs lots. Généralement, ça peut concerner bien sûr le secteur des fournitures, comme fournir par exemple des produits alimentaires, qui concerne les produits alimentaires, alors qui concerne les épices. Ça peut concerner les corps d'État, alors qui concerne les travaux de plomberie, alors qui concerne l'électricité, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les marchés allotis. Et les marchés allotis peuvent soit, on peut avoir des marchés allotis complémentaires comme les corps d'État, comme on peut avoir des lots hétérogènes, produits alimentaires, épices, fournitures de bureaux, etc. Des lots hétérogènes. Voilà. Bien, on a dépassé, désolé, on a dépassé l'horaire prévu. Pour cette présentation. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre intérêt. Donc, si vous avez comme j'ai dit besoin de plus d'informations sur ce sujet, vous avez besoin de formation sur ce sujet, n'hésitez pas. Vous avez les contenus qui sont sur ces affiches. Merci beaucoup. Merci bien.